Pascal Crété qui va nous parler du principe de coordination au concept de constellation transférentielle. Tout un programme. Pascal Crété, qui est médecin psychiatre, je vous l'ai dit ce matin, directeur du foyer Léon Richet, donc un ESMS, qui est également secrétaire de la revue Institutions Acteurs Locaux, revue qui était en vente aujourd'hui, dans cette journée d'études. Pascal, à toi. Merci Patrick. Est-ce que c'est bon? Oui? Vous m'entendez? Oui. Bien, je voudrais déjà remercier Patrick, Claire, Roger et puis toute l'équipe qui a organisé ce colloque. C'est pour moi une très belle journée, je pense pour vous aussi, de vous avoir entendu réagir tout au long de la journée. Je pense qu'elle répond à un double enjeu, à la fois de nous mettre en lien les uns avec les autres et nous mettre au travail. J'ai trouvé que cet après-midi, l'exercice de la table ronde telle qu'elle a été menée a évité l'écueil justement souvent de ces tables rondes où il ne se dit rien, où c'est de la langue de bois, et qu'on avait beaucoup plus là à faire à des gens au travail, quelque peu embarrassés, mais c'est la moindre des choses lorsqu'on parle de toutes ces questions-là, embarrassés et dans une dimension que j'appellerais beaucoup plus justement, qui vient illustrer mon propos, de constellation transférentielle plutôt que d'une simple coordination. Je vais m'expliquer. Il y a des mots-clés qui ont été énoncés tout au long de la journée, que j'ai notés et qui, étant le dernier intervenant, je souhaitais qu'on les reprenne un petit peu pour introduire ce dont je vais vous parler ensuite. Il a été beaucoup question des pratiques, de bricolage, des outils, de la boîte à outils, quelque chose qui nous est cher dans le mouvement institutionnel, la boîte à outils, du singulier, mais aussi du collectif, de l'articulation entre les deux, comment articuler singulier et collectif, de l'expérience, d'une pensée collective. Quelque chose autour de la psychose aussi, prévenir les ruptures, les anticiper, respect du travail de l'autre, un travail de terrain, partagé et réfléchi, nécessaire, éviter la discontinuité, bien sûr on pense à la psychose avec la discontinuité existentielle du psychotique, l'importance de la mise en récit, tout à fait essentielle, historicisée, nous a dit Michel Chauvière, la notion de connivence, je me disais c'est étonnant parce que le blog, l'un des blogs du mouvement institutionnel, il s'appelle Connivence. Et le mot est revenu comme ça, il est apparu à un moment de la journée, et c'est un mot qui a été repris, déplié, travaillé, en disant que la connivence, c'est pas quelque chose qu'on établit. Ça vient ou ça vient pas, mais c'est pas quelque chose qu'on peut décider comme ça. On ne peut pas se rencontrer et dire tiens, on va être d'emblée dans la connivence. Voilà, donc des mots forts. Cette phrase aussi, le social, c'est pas un besoin, mais c'est surtout un besoin de faire société entre nous. C'est là où ça se situe. Et puis cette place de la clinique, sur laquelle je voudrais peut-être insister, en l'articulant à la question des logiques. Parce que je me disais, c'est vrai que tout ce dont on a entendu parler, et je pense que les propos du docteur Guillaume en fin de journée sont venus préparer un petit peu ce dont je voulais vous parler, la question des logiques. C'est-à-dire que le docteur Guillaume, à sa manière, nous a dit, attention, les logiques qui sont les vôtres dans les institutions qui décident aujourd'hui, qui organisent, que ce soit le département, l'ARS, etc., vous raisonnez avec un certain nombre de logiques, essentiellement une logique qu'on connaît tous, qui est la logique formelle, déductive, cartésienne, qui règne un petit peu en maître sur l'ensemble de notre pensée, et dans le monde d'une manière générale. C'est la pensée de Descartes, c'est cogito ergo sum, d'une certaine manière, en schématisant, mais c'est quand même un peu de ça dont il s'agit, et qui donne une certaine place à un certain nombre d'éléments, dont les chiffres, qui occupent là une place tout à fait importante, l'arithmétique, les mathématiques, etc. On aurait tendance à penser que cette logique-là est la seule qui règle notre rapport au monde. Eh bien non, vous le savez bien. Je crois que nos amis du théâtre n'ont cessé tout au long de la journée de nous montrer que par d'autres logiques, en l'occurrence par la logique poétique, on aborde les mêmes choses différemment, mais par une autre voie d'abord. Alors ça, dans l'histoire de la psychiatrie, du social, bien sûr qu'il y a une histoire, et je ferai un petit peu comme Michel ce matin, je pense qu'il y a un petit retour sur l'histoire de notre mouvement, peut permettre de mieux se situer aujourd'hui et savoir où on peut aller.
J'en reviens à l'époque de Freud. Au moment où Freud commence à travailler avec ses patients que l'on dit névrosés, qui à l'époque étaient dans une certaine forme de névrose, il est très embarrassé par le fait que, entre ce qu'il a appris de la médecine classique, et de la neurologie en particulier, notamment dans ses rapports avec Charcot, puis avec un certain nombre d'autres cliniciens, quelque chose quand même dans son rapport aux gens qu'il reçoit dans son cabinet vient à lui faire penser que les choses ne s'articulent pas tout à fait de la même manière sur le plan de cette logique. Et donc Freud va faire un certain nombre d'expériences, souvent d'ailleurs malheureuses, et c'est surtout à partir de quelques expériences qui sont plutôt des déconvenues. Il y en a une célèbre qui s'appelle le cas Dora, qu'il va inventer un certain nombre de concepts qui vont l'amener quelques années plus tard à proposer cette boîte à outils qu'on va appeler la métapsychologie ou la psychanalyse, qui va être l'application en termes de méthode de cette manière de se représenter la vie psychique de l'autre. C'est-à-dire que la vie psychique de l'autre, ce n'est pas uniquement une raison consciente, formelle, qui se déroule comme ça. Il y a d'autres logiques qui sont à l'œuvre. Alors avec Dora, il en fait tout de suite l'expérience et il dit, mais alors je pensais qu'elle était guérie, cette dame qui venait me voir depuis des années, et puis d'un seul coup, elle me fait une grande scène, elle l'insulte, elle le malmène et elle claque la porte en lui disant qu'il n'a rien compris. Et là, il invente ce concept qui n'est qu'une hypothèse de travail qu'il va appeler le transfert, en disant que là, c'est joué, c'est actualisé dans la relation au moment où ça se passe, où il pense lui dire au revoir, vous allez bien, merci beaucoup, bonne route à vous. Elle lui dit, mais non, vous n'avez rien compris, elle lui joue une scène. Il y a comme quelque chose qui se transfère. Ça, c'est bien sûr dans le champ des névroses. Et vous savez bien comment cette question-là a été travaillée, exploitée, comment elle est aussi aujourd'hui, je dirais, dans sa dimension subversive, de dire d'une certaine manière qu'on n'est pas maître à bord tout à fait de sa pensée, combien ça dérange aussi encore aujourd'hui qu'on puisse dire que lorsqu'on pense, lorsqu'on vit, il y a un certain nombre de choses nous échappent. Une des plus belles rencontres de la journée, c'était le lapsus ce matin, autour du mot désir et délire. Voilà, mais qui rejoint la logique poétique de nos gens de théâtre. C'est vrai qu'on est quand même très très proche, Patrick l'a dit, de ces questions-là. Freud s'interroge bien sûr aussi du côté des pathologies autres plus graves, et notamment des psychoses. Mais il n'était pas très à l'aise avec les psychotiques, et puis c'est vrai que les années avançant, il va surtout centrer son travail sur le champ des névrosés poids moyens occidentaux, on va dire, de l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes des névrosés poids moyens occidentaux qui ont des formes de pathologie ou de structures un peu différentes. Je suis d'accord avec le docteur Guillaume sur le fait que la névrose telle qu'elle existait il y a encore 20 ans et celle d'aujourd'hui n'est plus tout à fait la même. Je prends un exemple, les addictions. Aujourd'hui, comment les situer? Est-ce que c'est vraiment névrotique? Pas névrotique, je ne sais pas. Enfin, bon, c'est autre chose. Concernant les psychotiques, et je rejoins une phrase qui a été énoncée à un moment donné de la journée, que la psychose nous a enseigné un certain nombre de choses. Et elle continue de nous enseigner aussi là-dessus. Et c'est là-dessus que je voudrais essentiellement porter mon propos sur le principe de constellation transférentielle. Au moment de la mort de Freud, on est dans un contexte dans l'Europe extrêmement tendu. 1939, l'entrée dans la guerre, toute l'Europe est pratiquement dans des renfermements, des radicalisations, dans des positions d'extrême, d'exclusion des uns et des autres, de stigmatisation. Il n'y a pas que l'Allemagne nazie qui porte ça, la France le porte aussi, et on le verra notamment avec le gouvernement de Vichy, et la manière dont le gouvernement de Vichy va introduire des restrictions alimentaires très chiffrées, j'insiste là sur la logique du chiffre, pour permettre que l'ensemble de la population puisse continuer à manger alors qu'il n'y a plus, je dirais, de suffisamment à manger dans les tables. Et du coup, une décision sera prise pour, dans les sanatoriums et les hôpitaux psychiatriques, réduire les portions données aux patients de telle manière à ce qu'on puisse faire des économies. Il ressortira de cette restriction alimentaire, vous le savez, un nombre de morts dans les hôpitaux psychiatriques qu'on estime aujourd'hui entre 40 et 65 000 à peu près. Certains ont parlé d'extermination douce. Je ne sais pas si vraiment il y a eu quelque chose d'intentionnel. Toujours est-il qu'il y a eu une logique là d'économie et du chiffre qui a fait qu'on n'a pas pris du tout la mesure et conscience de ce qu'on allait occasionner à ce moment-là. Donc très concrètement, un certain nombre d'hôpitaux dans ces années-là vont
essayer de lutter contre cette restriction alimentaire dont ils savent bien que les patients vont mourir. Et c'est comme ça que naît cette expérience qui va donner ce mouvement de psychothérapie institutionnelle. Vous le connaissez, hein, Saint-Alban, 1940, une convergence, une rencontre en quelque sorte. Hein, ce n'était pas du tout organisé, c'est une rencontre entre un lieu déjà résistant depuis quelques années, qui a accueilli Paul Elbar, notamment, Canguilhem, Sarah, qui sont aussi réfugiés, avec des équipes fortement mobilisées auprès des patients, et puis ce psychiatre catalan qui arrive de son Espagne, mais condamné à mort parce qu'il a des positions très marquées du côté du POUM, qui était un mouvement marxiste un petit peu à part, et qu'il est obligé de suivre, François Toscaïès, l'Espagne pour ne pas être tout simplement assassiné. Toscaïès, dans son histoire personnelle, est très imprégné des travaux déjà de Freud, et puis des travaux aussi d'un Allemand, parce qu'il n'y a pas eu que en Espagne où ça s'est passé, il y avait aussi en Allemagne, pendant la République de Weimar, des lieux qui avaient déjà abordé quelque chose de très intéressant, de se dire que l'institution pouvait être soignante. L'institution, suivant la manière dont on allait travailler le collectif, l'organisation, et que, en plus, si on mettait cette organisation au service de la clinique et non l'inverse, et je crois que là, l'enjeu, il est tout à fait essentiel, c'est-à-dire qu'on pensait nos organisations en fonction du public qu'on accueille, et bien là, il y avait un effet, une sorte de plus-value, en quelque sorte, du côté d'un effet thérapeutique qui était porté par l'institution même. Donc il arrive un petit peu avec ces idées-là en tête. On dit, hein, le mythe de Toscaïès dit qu'il arrivait d'un côté avec la thèse de Lacan qu'il était en train de traduire en espagnol, la thèse sur la psychose paranoïaque, et puis de l'autre côté, le bouquin d'Hermann Simon sur l'asile, etc. Et où Hermann Simon avait, dès les années 20-25, senti cette dimension-là qu'en jouant sur l'organisation et sur l'établissement, on pouvait créer des espaces institutionnels qui émergent et que ça avait un effet sur la prise en charge des gens qu'on accompagnait. Et donc, il propose un petit peu cette méthode-là. Je ne vous dis pas que ça s'est fait en un jour et non sans résistance, hein, parce qu'il y a quand même eu une mobilisation importante de l'hôpital psychiatrique qui était très résistant à décloisonner, parce que Toscaïès va très loin, il dit, mais si on veut être logique, et puis surtout éviter qu'il y ait des morts dans l'hôpital par carence alimentaire, on va proposer aux patients eux-mêmes d'être acteurs un peu de cette affaire-là, et on va ouvrir du coup les portes des services de gâteux, de schizophrènes, etc. C'était quand même une ségrégation par pathologie hein, qui existait à l'époque. Et on va les associer pour aller faire un jardin, pour aller faire un marché, pour aller faire du pain à la boulangerie, etc. Ça résiste, mais ils arrivent à mettre ça en place. Et de Saint-Alban, je crois de mémoire qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts, en tout cas pas de morts par carence alimentaire. Mais c'est surtout très intéressant, c'est qu'ils s'aperçoivent d'une chose, c'est que ces patients psychotiques qu'on avait imaginés comme ça, complètement repliés dans leur monde, complètement inaccessibles à tout, lorsqu'ils étaient mis en situation d'échange sur une certaine scène de vie quotidienne partagée, eh bien il se passe quelque chose avec eux qui restaure la relation et que quelque chose d'un travail relationnel, qu'on peut qualifier aujourd'hui de psychothérapique, peut fonctionner. On n'a pas affaire à la même chose que le névrosé point moyen occidental qui va consulter son psy tous les vendredis. Hein. Le psychotique, vous savez, il est dans un rapport au monde qui est comme ça, c'est comme ça se présente. Donc il est plutôt en train d'accommoder en permanence avec la réalité qui lui est présentée. Il s'ajuste, il fait comme il peut, c'est comme quelqu'un qui n'aurait pas ses lunettes et qui essaye d'être au plus près pour bien voir ce dont il s'agit. Donc il faut prendre en compte cette dimension-là dans l'accueil de la psychose, mais si on la prend en compte collectivement et de manière un petit peu institutionnelle et articulée, ça a un effet de soin. Et en effet, dès les premières années, ils vont observer que des patients qu'on avait imaginés incurables, eh bien, dans la relation, quelque chose se passait avec eux. C'est considérable, cette découverte, parce que d'une part, ça va redonner aux patients psychotiques quelque chose qu'ils avaient perdu au moment de la guerre, c'est-à-dire un statut. Hein, je ne veux pas vous refaire l'histoire, on n'a pas le temps, mais vous vous souvenez quand même du plan T4 hein, que les nazis avaient imaginé pour apporter une mort miséricordieuse à tous ces gens handicapés mentaux, physiques, etc. Et qu'il fallait en quelque sorte, en les passant à la chambre à gaz, les libérer de leur souffrance et permettre bien sûr une race pure. Ça existait sur
l'Allemagne nazie, le plan T4. Donc, les psychotiques avaient perdu d'une certaine manière une dimension humaine. Et du côté des psys, c'était un peu la même chose. Hein. Les écoles de psychanalyse, à la mort de Freud, disent les psychotiques, c'est pas trop notre affaire parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de transfert. Et ce dont l'équipe de Saint-Alban avec Toscaïès vont faire la découverte à ce moment-là, c'est qu'il y a un transfert, mais qui n'est pas de la même nature. C'est ce que Toscaïès va appeler un transfert multiréférentiel, hein, c'est-à-dire quelque chose qui se fait comme ça par des points de contact. Ce dont, depuis ce matin, nous avons entendu parler au travers des différents témoignages. Je crois que tout au long de la matinée de cet après-midi, vous avez parlé de cette manière dont le psychotique entre en relation et distribue son approche, sa relation à l'autre, et qu'il ne distribue pas en fonction du statut de qui est en face de lui. Vous me voyez venir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait une réunion de coordination que ça a un effet thérapeutique. Ce n'est pas parce qu'on met autour de la table les gens, là, présents, c'est pas parce que demain, dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, on fera des tags dans le cadre de gosses. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était interrogé sur le sens de gosse. Faites des gosses. Vous connaissez, hein? Bon, ça c'est mon côté un petit peu subversif sur les mots, mais ça ne garantit en rien. J'espère bien sûr que ça permettra d'articuler les choses et que ça fera lien et sens et soin pour la personne. Mais que d'une certaine manière, on n'en a pas la garantie absolue. Parce que le psychotique, il ne s'adresse pas en fonction des statuts des gens, mais en fonction des relations et des rencontres qui vont s'instituer. Donc on est obligé de prendre en compte cette dimension-là. D'où ce concept de constellation transférentielle. Je m'explique, c'est très simple. Alors, c'est Toscaïès qui l'amène à un moment donné de sa réflexion. Il dit c'est comme si on avait un ciel étoilé. Alors on voit des milliards d'étoiles et puis on ne sait pas comment se repérer dans ce ciel. Et puis si quelqu'un vous dit ah bah oui, mais il y a des lignes qui sont tissées entre des points qui sont repérables et on peut tracer des lignes entre telle et telle étoile, se dessine à ce moment-là une constellation qu'on peut repérer, dire c'est celle du Capricorne ou c'est celle du Bélier, etc. Voilà. Et il dit mais les psychotiques, et d'ailleurs un peu les personnes autistes aussi, les travaux de Fernand Deligny dans ce domaine-là ont été aussi tout à fait remarquables. Repérer comment une personne psychotique va instituer avec les différentes personnes de son entourage, les soignants, mais aussi ses proches, la famille, etc., une certaine modalité relationnelle et qu'on va travailler au niveau de, non pas une coordination simple comme ça, de mettre les acteurs, mais d'abord on va travailler au niveau de la constellation transférentielle, c'est-à-dire au niveau de ceux qui sont dépositaires, d'une part, de ce transfert psychotique que la personne psychotique va instituer. Alors vous voyez bien que ça bouge un peu les lignes. Dans une institution comme celle dont je m'occupe, par exemple, on est amené des fois à faire des réunions de constellation transférentielle, bien sûr. Alors il y a souvent le psychiatre, parce qu'il est souvent quand même concerné par l'affaire, mais pas toujours. Mais ça peut être avec les soignants, les infirmiers, la femme de ménage, la secrétaire, etc. Parce qu'ils sont dans le paysage. Et que si on ne travaille pas sur ce plan-là, on passe à côté et on aura beau coordonner les soins autour de la personne comme on voudrait le faire dans notre pensée logique, formelle, cartésienne, ça ne marchera pas avec la personne psychotique. Ça, c'est le champ de la psychose. Tu me dis, hein, Patrick, ça, oui. C'est dans le champ de la psychose. Donc, je me disais comment on peut, à partir de cette expérience-là, le penser dans les organisations demain. Et je pense que ce matin et tout au long de la journée, on a eu de cesse de souligner, d'appuyer là-dessus, sur le fait que pour que ça fonctionne, Roger l'a très bien dit, hein, réseau et partenariat, c'est pas la même chose. Partenariat, il y a quelque chose qui est tissé. Donc, entre un principe de coordination qui convient très bien, je dirais, à l'échelle de l'établissement, à l'échelle de nos administrations, pour mettre autour de la table les acteurs qui doivent se rencontrer à un moment donné pour travailler. Et de l'autre côté, sur les scènes de l'institution, les scènes de constellation transférentielle, attention de ne pas confondre les deux. Et à quel niveau, en effet, nous, professionnels, allons-nous travailler? Je vous donne un exemple. Je suis très embarrassé, demain, en tant que psychiatre et directeur d'un établissement, d'aller dans les réunions dites de la réponse accompagnée pour tous. Est-ce qu'on va réussir à transformer cette réunion, comme vous l'avez fait tout à l'heure à la table ronde, dans un certain embarras qui se met au travail collectivement, c'est-à-dire qu'on construit chacun des représentations psychiques du travail de l'autre,
et qu'on va travailler conjointement. C'est une affaire de transfert, cette affaire-là. On transfère les uns sur les autres un certain nombre d'éléments et on va travailler à psychiser cette question-là. Et si demain ces réunions sont uniquement des réunions dites de coordination, je vous rappelle quand même que le mot coordination, coordonnateur, coordinateur, il y a les deux occurrences, qu'on tend à glisser vers celle du coordonnateur, et dans coordonnateur, il y a ordonné. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une décision qui s'impose. Et que je ne suis pas sûr que demain, on puisse sortir de toutes ces réunions-là de la réponse accompagnée pour tous ou d'autres, d'ailleurs, parce que je sais que du côté du logement, il y a des réunions un peu du même ordre qui se mettent en place en ce moment, et à très bon escient. Je ne remets pas en question l'intérêt de ces temps de rencontres-là. Ce que je veux seulement souligner, c'est qu'on ne travaille pas sur les mêmes plans et avec les mêmes choses, et qu'il ne faut pas confondre ce qui peut se travailler dans ces réunions de coordination des scènes de constellation transférentielle. Pour moi, il y a un exemple tout à fait typique, c'est lorsque une personne psychotique, par exemple, prend des responsabilités pour de vrai dans ce qu'on appelle un club. Parce que Toscaïès va aller très loin, il dit, mais puisque les psychotiques, quand ils sont en échange, et puis qu'on les libère un petit peu de la hiérarchie statutaire, qui ne sont pas trop pris là-dedans, ils vont mieux, ils reprennent des responsabilités. Alors créons une structure administrative qui est une forme d'autonomie qu'ils vont pouvoir gérer eux-mêmes, avec peut-être des soignants autour, mais qui sera autonome. Et ils créent ce qu'on appelle un club thérapeutique, c'est-à-dire une structure associative, c'est la loi 1901 qui permet de le créer, et qui va permettre la création d'une coopérative gérée par les patients. Nous, au foyer d'Andrichet, par exemple, à Caen, le restaurant associatif, qui est ouvert au public le midi, je vous invite à y venir déjeuner si vous passez dans le coin, même si ça fait loin, c'est loin, Caen, j'ai pu le mesurer hier en venant et tout à l'heure en repartant. Mais ça se fait bien, ça valait le coup de venir, je confirme. Mais la loco, le restaurant associatif, il est totalement géré par l'association. C'est-à-dire que le foyer n'a pas son regard là-dessus. La seule chose, c'est qu'on a une sorte de convention qui fait qu'un salarié de l'institution, chaque semaine, est détaché de son poste de travail pour aller faire la cuisine à la loco avec les 5 patients qui vont travailler avec lui tous les jours. Et que le restaurant, après, il a son fonctionnement quotidien, ils font les plannings, ils gèrent les recettes, les dépenses, ils font une assemblée générale, etc. L'assemblée générale de cette association, c'est là où il y a le plus de monde dans l'année. C'est la réunion la plus fréquentée. Tous les patients viennent, ils sont 55 à peu près. Aucun ne loupe l'assemblée générale de l'association. C'est dire combien ils sont connectés à ces questions, même un peu administratives. Houry disait même d'ailleurs que souvent, ils sont trop collés à ça. Il faut les décoller un petit peu de ces questions administratives. Donc comment est-ce qu'on peut travailler, nous, à la fois dans une rencontre avec, je pense, demain, tous nos décideurs et ces plans qui sont organisés et qui ont bien sûr tout leur intérêt, je ne remets pas ça du tout en question, en sachant là qu'on est quand même dans une logique qui est une logique formelle, déductive, et que d'autres logiques ailleurs se mettent au travail. J'en dirais juste un mot des logiques. Nos amis poètes de la journée nous ont démontré la place de la métaphore et de la métonymie tout au long de leurs interventions. Il ne faut pas oublier qu'on fonctionne beaucoup aussi, nous, lorsqu'on est notamment en réunion, on s'en aperçoit, vous êtes en réunion avec vos collègues, eh bien, il y a des effets métonymiques notamment qui sont très forts, qu'on ne voit pas passer comme ça, mais qui ne sont pas de l'ordre de la logique formelle. Et puis des effets de sens. Je prends un exemple. Un patient pose des problèmes, les soignants sont tous traversés par des trucs compliqués avec ce patient, et puis ils se mettent en réunion le mardi matin, et puis il y en a qui disent « Oh, moi c'est terrible, j'en ai rêvé cette nuit, je suis angoissé, voilà, il m'inquiète », l'autre qui dit « Voilà », et puis l'autre qui dit « Ben moi, j'ai travaillé avec lui l'autre jour à la loco, on a fait la cuisine ensemble pendant 2 heures, tout allait très bien, je ne suis pas du tout inquiet ». Alors, est-ce qu'il y en a un qui a raison, l'autre a tort? Non, bien sûr que non. Ils sont chacun traversés par le transfert dissocié, le transfert diffracté, multiréférencé, comme disait Toscaïès, et chacun a un vécu. Ce qui va être intéressant, c'est que justement, lorsqu'on va mettre ça en commun dans la réunion, il va y avoir un effet métaphorique de sens collectif qui va bouger nos contre-transferts individuels, et qu'on va sortir de la réunion avec quelque chose qui sera moins massif sur nous, moins collé, moins identifié. On va ressortir avec une pensée partagée en se disant « Tiens, oui, j'étais inquiet, mais peut-être que c'est bien moi qui suis inquiet après tout. » En tout cas, ça va bouger quelque chose. Ça, c'est
les logiques poétiques qui sont à l'œuvre, et qui sont celles de la vie psychique. Je pense que quand Freud fait cette découverte-là et pose l'hypothèse du transfert, il découvre seulement que la vie psychique ne fonctionne pas uniquement avec la raison consciente, mais qu'il y a bien d'autres choses derrière. Et puis il y a des logiques encore autres. Il y en a une très importante qui va vous parler, et puis peut-être je vais m'arrêter après là-dessus, c'est la logique abductive. C'est Peirce, 18e, qui a un petit peu travaillé, enfin qui a avancé là-dessus, qui était sémioticien. Et puis Pierre de Lion, qui était avec nous en janvier dernier à Besançon, on avait dit un petit peu quelques mots, parce que Pierre a beaucoup travaillé là-dessus, avec la question de l'autisme. En se disant, quand un enfant autiste nous fait des signes, il s'agrippe à ma veste le matin quand j'arrive dans le service, qu'est-ce qu'il me dit? Si je me précipite d'emblée dans une interprétation, je vais livrer mon interprétation à moi, qui n'est peut-être pas celle qui correspond à ça. Donc il dit, peut-être il faudrait travailler en 3 temps. Un premier temps qui est j'accueille, je porte même, je porte, il va appeler ça la fonction phorique, je porte l'autre, et c'est bien ce dont vous avez parlé ce matin, tout ce temps d'accueil, de rencontre, d'installation de la relation, du holding, comme disait Winnicott, du portage de l'autre. La fonction phorique, c'est une fonction essentielle. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse chiffrer la fonction phorique, au sens du benchmarking. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de boîte à moustaches qui rendent compte de la qualité de l'accueil. Par contre, on peut évaluer l'accueil, la fonction phorique, à la qualité d'une ambiance, au style d'une équipe. Et on le sent très bien quand on arrive dans un lieu. Moi, je suis arrivé ce matin ici, je trouvais ça très sympathique. Je me suis dit, c'est plutôt bien parti pour la journée, ça va prendre. Donc ça, c'est un élément, certes, qui n'est pas chiffré, mais qui est un élément qualitatif. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et demain? Je pose la question au service de la performance de l'ARS. Pas vous, madame, c'est pas vous, c'est pas personne. Non, mais je le pose régulièrement parce que je trouve que la qualité, dans notre champ, elle ne repose pas uniquement sur ces éléments chiffrés, mais sur bien d'autres domaines. Il y a des recherches en soins infirmiers actuellement qui sont faites dans certains secteurs et qui essayent d'évaluer ça, la qualité de l'accueil, la qualité de la présence, etc. Comment en rendre compte. Donc la fonction phorique, elle est tout à fait essentielle. Sans fonction phorique, il n'y a pas de rencontre du psychotique, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de rencontre non plus avec les usagers qui sont les vôtres. Dans le champ social, si vous ne portez pas un petit peu, si vous n'accueillez pas et ne portez pas sur vos épaules l'autre, il n'y a pas de rencontre. La deuxième étape, c'est la fonction sémaphorique. C'est un peu plus compliqué, mais c'est très simple à comprendre. C'est de se laisser traverser par les signes de l'autre sans forcément les interpréter et les comprendre. Cet enfant autiste qui tous les matins s'accroche à ma veste quand j'arrive, il me fait signe de quelque chose, j'accueille son signe, je me laisse traverser par ses signes, c'est-à-dire que je suis aussi attentif à ma propre vie psychique. Est-ce que j'en rêve la nuit? Est-ce que ça me fait des angoisses? Est-ce que, voilà. Parce que vous voyez bien que la fonction sémaphorique, c'est la scène du transfert, en quelque sorte. C'est là où le psychotique, ou l'enfant autiste, ou même le névrosé, installe avec vous sa relation. Et comme le disait Freud, il y a bien un truc qu'on repère avec le transfert, c'est que c'est pas programmable d'avance. Et qu'il faut que le psychanalyste est peut-être un petit peu plus alerté, il sait que ça va arriver un moment, mais il ne peut jamais dire à quel moment ça va surgir sur la scène. Et donc, se laisser traverser par les signes de l'autre, c'est très important, et ça va mettre en question l'organisation. Est-ce que, dans l'établissement où je travaille, dans le service où je travaille, je peux me laisser traverser comme ça par les signes de l'autre sans qu'on considère que je ne fais pas bien mon travail, ou que c'est une faute professionnelle, ou que je ferais bien de répondre vite et bien à l'affaire. Je pense notamment aux EHPAD, où c'est pour avoir travaillé dans un centre d'EHPAD, les professionnels qui assurent ces fonctions-là de soins, de toilettes auprès des personnes âgées, qui sont dans certains EHPAD soumis à des cadences de travail absolument infernales, et bien vous imaginez bien que la fonction sémaphorique de se laisser traverser par les signes de l'autre, dans ces lieux-là où le travail est un travail prescrit qui maltraite les gens, eh bien elle est totalement écrasée. Et là, il y a des effets, des passages à l'acte, des choses comme ça, très négatifs qui apparaissent. Et puis le troisième temps, c'est la fonction donc métaphorique, celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que après on peut reprendre les choses ensemble, chacun sa fonction phorique, chacun sa fonction sémaphorique, on n'est pas obligé de tout dire, c'est pas de ça dont il s'agit, mais... et puis se mettre en réunion pour faire émerger ensemble quelque chose d'un effet de sens possible de ce qui s'est passé, ce qu'on a observé, ce qui nous a traversé les uns et les autres.
C'est très important ça parce que ça veut dire qu'on est là dans une logique qui n'est pas une logique, voyez-vous, déductive. On est dans la logique abductive. Et abductive, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on fait une hypothèse, on chemine dans l'expérience, on mesure, et on réévalue si notre hypothèse de base était juste ou pas. Et je pense que dans le travail social, dans le soin, on est quasi tout le temps dans des logiques abductives. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'avance où on va. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas mener notre travail et notre action, mais ça veut dire seulement qu'il faut cheminer avec la personne dans ces 3 temps, surtout ces 2 temps premiers, phoriques et sémaphoriques, pour pouvoir ensuite peut-être revenir et vérifier si notre hypothèse de base était juste ou pas. C'est très important. L'enjeu, je pense, de demain, il est là. C'est comment on va pouvoir, dans la rencontre avec nos partenaires de travail et les tutelles qui déclinent des politiques publiques, arriver à faire entendre et à trouver les passerelles. Comme tout à l'heure, ça a eu lieu. Pour moi, c'était un temps tout à fait formidable. J'ai trouvé cette table ronde parce que je trouvais que justement, chacun était un petit peu attentif à la logique de l'autre et qu'on voyait bien que le collègue, le docteur Guillaume, il ne parlait pas tout à fait des mêmes choses et des mêmes logiques derrière. Il essayait de faire entendre que, attention, la prévention, ce n'est pas uniquement mettre des actions en place. Attention, l'évaluation de telle chose, c'est pas que ça. Je crois que l'enjeu, il est là demain pour qu'on ait en effet des établissements qui puissent répondre à ces enjeux-là, à la fois de pouvoir répondre de manière territoriale, parce que je crois que c'est une réponse en effet pertinente, mais en gardant en même temps la spécificité du travail clinique de chacun et des modalités de travail, et qu'il n'y ait pas une seule et unique logique qui vienne à s'imposer à tous. Bon, voilà. Peut-être on pourrait prendre le temps de discuter. Oui, mais tu peux un petit peu. Prends 2-3 minutes pour conclure si tu veux. On est bien. On est bien. On est bien. Lui, il est bien. Pour moi, l'enjeu demain, il est quand même dans ce possible changement de paradigme. Je crains un petit peu ça avec les grandes réformes qui nous attendent dans le secteur médico-social et qui sont arrivées aussi dans le secteur sanitaire il y a déjà quelques années. C'est-à-dire que cette logique-là, qui est quand même la logique du chiffre, de la comptabilité, de l'évaluation quantitative, domine et écrase un petit peu tout. Alors bien sûr avec les questions financières, qu'il ne faut pas occulter, mais si on n'a pas d'autres espaces, je rejoins la proposition de groupes verticaux, il faut pouvoir se confronter à la logique de l'autre pour pouvoir échanger un peu sur ces logiques-là. Et on sait bien que la logique dominante, elle est actuellement du côté de la logique du chiffre, mais elle a été quand même souvent comme ça dans nos sociétés occidentales, qu'il y a un retour en arrière, me semble-t-il, par rapport à des choses qui avaient été découvertes il y a quelques années du côté même des pédagogies autres. Prenons du côté de l'école, il y a quand même eu des expériences du côté de la pédagogie institutionnelle ou de l'éducation populaire qui sont tout à fait passionnantes et qui nous ont enseigné un certain nombre de choses, et qu'on voit qu'aujourd'hui, les logiques dominantes sont celles qui s'imposent, et tout l'enjeu va être de comment on va continuer de, je ne dirais pas de résister, bien sûr qu'il y a une forme de résistance, notre témoignage aujourd'hui en est une forme, mais surtout de continuer à faire entendre qu'il ne faut pas passer ces choses-là sous le tapis et les écraser, les laisser écraser, parce qu'on va mettre des siècles sinon à retrouver peut-être un jour quelqu'un qui va nous dire attention, dans l'éducation, l'acte d'un éducateur, ce n'est pas uniquement répondre à un protocole et transmettre un certain nombre de choses. Éduquer, c'est bien plus complexe que ça. Il y a des enjeux relationnels qui sont bien plus complexes. Bon, pour reprendre ce que disait Michel tout à l'heure, ne nous faisons pas moissonner par les chiffres. C'est un peu ce que proposait Michel, et c'est vrai que je trouvais ça très juste. On est dans un monde, malheureusement, où la logique du chiffre est dominante, et il nous appartient à tous de pouvoir relativiser ça pour penser avec d'autres logiques. Je vous remercie. Je n'ai pas parlé par exemple d'une autre logique qui est la logique modale, une logique de l'à peu près. Ça ne fait pas sérieux de dire ça. Pourtant, quand on regarde bien dans la vie quotidienne, ces logiques-là, elles sont tout le temps présentes. On n'est jamais dans quelque chose d'absolu. Ça, c'est l'informatique qui nous fait penser ça, on ou off, 0 ou 1.
Mais on est toujours dans des adaptations, des aménagements. Alors, comment faire entrer cette logique-là dans la manière dont on va organiser les soins, etc. C'est-à-dire qu'il y a des variables qui doivent pouvoir bouger. Moi, j'aimais beaucoup ce terme d'axiome de la quotidienneté. Je pense que dans notre vie quotidienne, et c'est peut-être à ça qu'on doit travailler, notamment avec des psychotiques, à leur permettre de restaurer des axiomes de la vie quotidienne, mais qu'à côté de ça, les éléments sont tout le temps en mouvement et que, en tout cas, c'est pas figé, c'est pas établi, c'est pas formalisé. Alors peut-être y avez-vous des questions. Merci Pascal. Il y aura certainement des questions. Moi, en tout cas, je viens d'être pénétré par une révélation. C'est que j'étais capable de comprendre un psychanalyste. Et ça fait du bien. Chers collègues, y a-t-il des questions ou des réactions dans la salle ? C'est difficile de réagir après. C'est peut-être un peu difficile d'intervention. C'est la fin de la journée aussi. Alors nous avons notre orateur préféré, Pascal Solony, qui est collé au micro, mais qu'on écoute toujours avec plaisir. Pascal. Merci. Moi je vais dire que ça fait du bien, ça rend serein d'entendre parler de psychothérapie institutionnelle, enfin de ses concepts, de ses idées, etc. Parce que c'est pas un modèle prêt à porter. Et c'est ça aussi qui est excitant quand on parle de boîte à outils, etc. C'est-à-dire qu'il y a un champ extraordinaire pour inventer et pour être vraiment une antidote de ce qu'on peut craindre, enfin ce qu'on craint, ce qu'on a dénoncé là jusque-là. Et voilà, et je me dis que j'ai envie d'aller voir à Caen comment ça se passe. Un des enjeux actuels, me semble-t-il, et on n'est pas tous d'accord, notamment avec Pierre de Lyon sur ce point-là, c'est la question, est-ce qu'on peut parler d'une organisation institutionnelle ? Par exemple, nous, on a un certain style d'organisation au foyer qui fait qu'il y a beaucoup de transversalité, aucune décision n'est prise de manière isolée, elles sont toujours prises de manière collective. Il y a tout un nombre de réunions qui jalonnent l'organisation de la semaine. Il y a une liberté de circulation qui est dans l'institution pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas cloisonné. Vous voyez les patients, ils viennent dans mon bureau, s'assoient, ils discutent. Des fois, je les mets dehors parce que j'ai du travail. Et je dis bon. Mais vous voyez tout ça. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine manière ? Moi, j'aurais tendance à penser que oui, mais j'ai peur que ça soit repris et chosifié. Ouais. Que ça soit repris dans une forme établie, justement, et qu'on se dise c'est comme ça qu'il faudrait travailler et organiser. Alors que vous l'avez bien dit, c'est pas modélisable. Il y a des invariants, la fonction club, l'accueil, le portage, une éthique partagée. Oui, et puis, qu'il y a une éthique partagée. Et puis cette éthique, pour moi, là où elle renvoie à l'organisation, c'est qu'on ne peut pas penser avoir cette éthique vis-à-vis de ceux qu'on accueille si on ne l'a pas vis-à-vis de ceux qui sont payés, comme disait Houry. Et à ce moment-là, effectivement, ça renvoie à cette expression de Jean Houry qui disait un jour c'est pratiquer l'asepsie du champ opératoire, c'est-à-dire du côté des soignants, entre guillemets, ceux qui accueillent. Et quand il m'est arrivé une fois dans ma vie de mettre un avertissement à une professionnelle, c'était dans le même esprit quand je mets un avertissement à un résident. C'est pareil, c'est la même conduite, les mêmes ressorts, le même sens. Jean-Claude. Oui, moi je tiens vraiment à vous remercier, parce que ce discours-là, on ne l'entend pas souvent, du moins dans notre département, et je trouve que c'était très bien. Moi, ça fait tout à fait écho avec ma pensée. Je voulais juste, parce que je pense que vous serez d'accord là-dessus, par rapport à cette notion d'organisation institutionnelle, vous avez très bien dit, et je crois que c'est essentiel, que ce qui compte, c'est ces transferts de fragmentation qui se repensent dans un groupe qui se tient, qui se fait confiance, qui fabrique avec une certaine contenance. Parce que je crois qu'effectivement, si on glisse du côté de l'organisationnel, c'est-à-dire du structuré, on risque de mettre, que ce soit les patients en psychiatrie ou les gens dans le service, dans le secteur social, en situation de mosaïque. C'est-à-dire, soit dans la psychiatrie, ça fait ce que j'appellerais volontiers des mois mosaïques, c'est-à-dire ils sont tenus ensemble, mais pas de lien interne, parce que le groupe lui-même n'avait pas de liaison suffisamment souple, psychiquement parlant, pour tenir tout ça. Soit dans le secteur social, une fragmentation. Et à ce moment-là, la seule réaction possible des gens qui laissent le petit fragment de tous les côtés, c'est la toute-puissance. C'est-à-dire d'organiser un système pour se rassembler eux-mêmes si le groupe autour d'eux ne le fait pas. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Non, mais je partage complètement.
je partage complètement votre point de vue. C'est très compliqué, vous imaginez bien. Enfin, c'est toute la tentative un peu d'Oury d'élaborer ce que serait un collectif, justement. C'est-à-dire que le collectif, c'est pas le groupe. On peut faire groupe, et c'est très important. Les groupes, c'est tout à fait essentiel, surtout quand on travaille avec des personnes psychotiques, mais pas uniquement. Je pense que quand on travaille avec des enfants, les dispositifs de groupe, c'est très important. Le collectif, c'est encore quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est fait d'hétérogénéité. Hein. C'est faire tenir ensemble des éléments totalement différents, et notamment des personnes qui ont des points de vue et des lectures différentes dans un ensemble, dans une communauté, hein, qui va être une institution. Les faire tenir ensemble par une sorte de fil rouge, une sorte de valeur partagée, et que ça va faire collectif, et que ça va avoir cette espèce de souplesse institutionnelle. Je dis souvent, l'établissement, on pourrait le représenter sur un plan en 2 dimensions, hein, c'est ce qui s'établit avec l'État, d'une certaine manière. On est un foyer d'accueil médicalisé, ou un SAMSA, voilà, il y a un cahier des charges, etc. Et puis, l'institution, c'est quelque chose qui serait au-dessus, une forme extrêmement flottante, mouvante, qui pourrait se déplacer. C'est-à-dire qu'il y a des jours, la dimension institutionnelle elle est très peu exploitable, présente, et puis il y a des jours, en effet, il y a des choses qui se déplient comme ça. C'est pas visible, bien sûr, mais on le sent très bien au niveau de l'ambiance. Et en effet, le risque, ce serait de fragmenter ça et d'arriver à rigidifier ces systèmes-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la logique, là, de la logique abductive, il y a bien ce cheminement d'expérience. Il faut avancer avec une prise de risque. On ne peut pas savoir au préalable. Hein. On ne peut pas savoir si tel atelier va au final être un bon atelier. Mais tant qu'on n'a pas lancé l'atelier, qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si la fonction instituante, à ce moment-là, ne va pas marquer quelque chose. Donc est-ce qu'on peut s'autoriser à faire le mouvement? Est-ce qu'on est autorisé aussi derrière à faire ce mouvement? C'est toute la question aujourd'hui du rapport entre l'institution et l'établissement. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui. Je voudrais vous poser une question, c'est au niveau de vos établissements. Est-ce que vous avez des établissements qui concernent les enfants ou adolescents? Non, pas directement. Mais votre question, elle est très juste. Est-ce que ce type de dispositif avec les enfants, ça pourrait fonctionner? Je pensais à une autre institution, qui est une institution importante et qui manque, je pense, aujourd'hui. C'est celle de l'école. L'éducation nationale, c'est une grosse institution qui travaille avec les enfants qui rentrent dans le moule. Et tous les enfants dont on s'occupe qui ont des troubles psychiques ou un handicap font souvent l'objet d'une déscolarisation, notamment quand ils sont hospitalisés, puisqu'il n'y a pas d'école à l'hôpital, pas dans la Nièvre, pas pour les adolescents qui sont hospitalisés en psychiatrie. Et donc on se retrouve avec des gamins qui n'ont plus de parcours scolaire, et avec des écoles qui sont en manque d'AVS aussi, et donc qui perdent au niveau de leur insertion sociale et professionnelle future, qui sont... ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a plus de projet porté du tout, puisqu'il n'y a plus de scolarité, il n'y a plus rien. Voilà. Donc savoir si vous pouvez pallier à ça par le biais d'une institution pour des jeunes aussi. Certainement. On a parlé du travail tout à l'heure. Je me permets de répondre, c'est simplement au niveau du département de la Nièvre. Je pense qu'il y a effectivement des institutions, il y en a une en tout cas, à Brassy, qui est la maison d'enfants de Chanrieux, qui a cet esprit de travail, c'est-à-dire un groupe qui pense avec toutes les incertitudes, mais avec la continuité et l'effort de ne jamais lâcher prise autour de l'attention qu'on donne aux enfants. Et cette institution est un outil précieux. Il n'y a que évidemment 19 places, il ne peut pas en avoir beaucoup plus parce que c'est à flux tendu. Je précise qu'elle est un peu en danger en ce moment. Voilà, c'est tout. Et il y a une école intégrée. J'ai orienté un enfant à Chanrieux, mais à savoir qu'il n'y a que 19 places et qui prennent à partir d'un jeune âge, et qu'on a plein de jeunes qui se retrouvent à 14-15 ans, qui sont trop vieux pour entrer dans les dispositifs de Chanrieux et qui se retrouvent sans rien. Je voudrais préciser quand même aussi que sur cette question de l'institution, on a trop longtemps, et c'était peut-être un reproche fait aussi au mouvement institutionnel, pensé les choses en termes aussi d'espace et de murs, de penser qu'il fallait absolument qu'il y ait un foyer d'hébergement, une vie quotidienne partagée, etc. Et qu'avec l'arrivée des services, et Roger l'a dit tout à l'heure,
on a eu à se poser cette question. Est-ce qu'on peut continuer à faire institution lorsqu'on développe un SAVS, un SAMSA ou un SAD? Et nous, on avait l'expérience à ce moment-là au foyer de Richer d'une expérience d'accompagnement à domicile par un service d'aide ménagère qu'on avait bricolé avec la DMR pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est un service qui accompagne 85 personnes. Et il fait complètement institution. Et ils ont créé une sorte de vie quotidienne partagée dans le service et en dehors. C'est-à-dire que les usagers qui reçoivent les professionnels qui viennent les aider, les intervenants à domicile, parce qu'ils ont enlevé le terme, ils ont dit on n'est pas des femmes de ménage, on est des intervenants à domicile, eh bien ça fait quand même institution. Donc je pense qu'on a pensé aujourd'hui et demain nos formes d'institution à condition qu'on respecte un petit peu ces invariants de liberté de circulation, de holding, de fonction d'accueil. Moi j'insiste beaucoup là-dessus, je pense que s'il y a quelque chose à travailler là où vous êtes dès demain matin, c'est la fonction d'accueil et la différentielle d'admission. Et qu'on confond bien trop souvent les procédures et les processus d'admission qui sont des dispositifs indispensables et qu'il faut avoir avec l'accueil. Et l'accueil, si on veut travailler dans une lecture institutionnelle, c'est une fonction partagée. C'est pas que l'affaire du chef de service qui fait visiter le service à un enfant qui va entrer. Ça, c'est dans le dispositif d'admission. L'accueil, c'est quelque chose qui va engager, vous voyez, cette fonction phorique, et c'est l'affaire de tous dans l'institution. Ça fait collectif. C'est-à-dire que quand quelqu'un se présente dans l'institution, il est toujours accueilli, même si... Voilà. Alors moi, j'aime bien quand l'ARS vient, parce que... Ben oui, j'aime bien, parce que justement, on avait un directeur d'ARS qui protocolisait beaucoup son entrée dans les institutions. Donc il faisait appeler avant pour dire « Je viens visiter votre établissement, préparez-vous, etc. » Donc tout le monde était sur le qui-vive en général dans beaucoup d'établissements et il fallait organiser en 1 heure l'accueil du DG ARS. Et puis quand il est venu au foyer, je dis on va faire comme d'habitude, c'est le comité d'accueil. C'est pas moi qui vais l'accueillir. Après tout, pourquoi je l'accueillerais voilà, on va manger ensemble le midi. Et donc le comité d'accueil, c'est les patients. Et donc moi j'étais enfermé dans mon bureau, je peux le dire aujourd'hui, j'étais caché, et j'entendais le DG qui disait mais le docteur Crété n'est pas là. Et il dit non, mais il n'y a pas besoin, on va vous faire visiter, vous allez voir tout à l'heure, on va manger tous ensemble, etc. à la locaux. Voilà. Et 1 heure après, donc je le laisse faire la visite de l'institution. On a en plus un patient, un très vieux psychotique, qui est toujours habillé comme le capitaine Haddock, avec casquette machin. Donc vous voyez, c'est un personnage. Il a une culture extraordinaire. Donc, il avait branché le DGRS sur les arts florissants à Caen, machin, les opéras qu'il avait écoutés. Je voyais bien que c'était pas ce à quoi il s'attendait. Et le midi, je l'ai rejoint à table et il avait une tache de gras sur sa cravate. Et le patient lui dit « Vous êtes taché, c'est mal parti pour le reste de la journée. » Et il me dit « Ah mais c'est pas grave parce que ce que je viens de vivre là, c'était très très chouette. » Et ils m'ont appris, ils m'ont tout expliqué en fait. Bien sûr qu'ils ont pu tout expliquer. Vous voyez, la fonction d'accueil, c'est pas la mission, c'est pas la protocolisation en effet des choses. Donc soit on juge, soit on ne joue pas. Merci Pascal. Je propose que l'on termine sur cette histoire, une de plus aujourd'hui, et puis avant que nos amis poètes nous fassent cette petite surprise de clôture, moi je voulais tout simplement, parce qu'on n'aura pas envie de reparler après, donc je voulais tout simplement vous remercier. Alors, bien sûr que je vais remercier les intervenants et tout le groupe d'organisation, tous les salariés des différentes associations de l'hôpital qui se sont mêlés pendant plusieurs mois à la préparation à la fois du thème et de l'organisation de cette journée. Vraiment, tous les salariés, d'où qu'ils soient, se sont beaucoup donnés et du coup on a une vraie satisfaction parce que ça a été une belle journée. Et je vous remercie vous aussi participants parce que dès ce matin vous aviez rapidement la banane, vous l'avez toujours à la fin à 17h et c'est le meilleur remerciement possible. Vous avez compris qu'il y avait des groupes de travail. Alors des groupes de travail, il y en aura effectivement dans le cadre du projet territorial de santé mentale, mais il y a aussi des groupes de travail Maïs qui sont ouverts à tous et nous vous ferons savoir par mail les différentes réunions, les dates, et vous êtes tous, d'où que vous soyez, et je dis bien d'où que vous soyez, les bienvenus. Parce que
Cette affaire de partenariat au service des personnes en souffrance, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des personnes elles-mêmes, c'est l'affaire des professionnels, c'est l'affaire des familles, c'est l'affaire des aidants. Donc, vous êtes tous les bienvenus dans cette pensée collective que nous avons réussi à partager aujourd'hui. Merci à tous.